Il est 8h10, dans vos oreilles, c'est bien la matinale RCF. Très très bon début de journée à tous. Ce matin, notre grand invité est un haut fonctionnaire qui pendant 6 ans a dirigé l'OFPRA. L'OFPRA, c'est l'organisme indépendant créé en 1952, chargé d'examiner les dossiers des demandeurs d'asile pour leur attribuer ou pas la protection de la France. Notre grand invité est un farouche défenseur de l'asile. À l'OFPRA, il n'a pas hésité à sortir de ses bureaux pour aller sur le terrain, pour rencontrer ces hommes et ces femmes venus du bout du monde et leur expliquer leurs droits. Pascal Brice, bonjour. Bonjour. Vous avez donc été de décembre 2012 à décembre 2018 le directeur de l'OFPRA. Vous venez de publier un livre chez Fayard intitulé « Sur le fil de l'asile » où vous faites le récit de cette expérience qui vous a définitivement marqué. 6 années pendant lesquelles vous avez profondément modifié le visage de l'OFPRA alors qu'elle se préparait à affronter ce qu'on a appelé la crise des réfugiés en 2015. Avec vous, le personnel de l'OFPRA a doublé, le nombre de dossiers étudiés également, qui est passé de 60 000 en 2012 à 120 000 en 2018, et surtout, le taux de personnes protégées par l'OFPRA a bondi, passant de 9,4% à 27%. Alors depuis 3 jours, on connaît votre successeur, il s'appelle Julien Boucher, ancien ingénieur des ponts et chaussées, énarque, ancien conseiller d'État. Il occupe actuellement le poste de directeur des affaires juridiques pour les ministères de l'écologie et des transports. Vous le connaissez ? Non, mais je suis heureux que l'OFPRA ait à nouveau un directeur, parce que nous avons besoin d'un office de protection des réfugiés fort, indépendant, actif, réactif, pour défendre le droit d'asile. Quels sont les défis qu'il va devoir affronter à la tête de l'OFPRA ces prochaines années ? Écoutez, de continuer à mettre en œuvre le droit d'asile avec cette forme d'intransigeance qui convient à l'application de principes pour protéger des hommes, des femmes, des enfants persécutés qui fuient des conflits dans un temps en France, en Europe, aux États-Unis, aussi dans tout le monde occidental où l'accueil des étrangers, notamment des réfugiés, est un combat, parce qu'on le sait, quand il y a des crispations sociales, identitaires, la tentation du repli existe. Or, ce droit-là, cette capacité à accueillir les persécutés, c'est notre humanité la plus fondamentale. Donc c'est ce combat-là, en étant rigoureux. Parce que moi, je l'ai vécu pendant ces 6 années, j'essaie d'en rendre compte dans ce livre. Vous êtes sans arrêt confronté à la tentation de dire il n'y a pas assez de réfugiés, ou alors il y en a trop. Donc il faut rester dans son couloir, appliquer le droit avec bienveillance, avec rigueur. Donc voilà, c'est ce qui attend sans doute les officiers de protection de l'office dans la période qui s'ouvre. Le droit d'asile, rien que le droit d'asile, tout le droit d'asile, c'était un peu votre mantra quand vous êtes arrivé ? Oui, parce que la confusion est générale. L'asile, les réfugiés, les migrants économiques, cette confusion est permanente. Elle est alimentée aussi par des politiques migratoires très restrictives depuis plusieurs dizaines d'années qui font que seul l'asile aujourd'hui est la porte ouverte. Et la conviction que je me suis forgée très vite, c'est que lorsque l'on mélange tout, on perd tout. Et on perd le droit d'asile. Et donc, préserver ce droit d'asile, le mettre en œuvre, et il y a beaucoup à faire encore en France au niveau européen, qui est vraiment un des enjeux majeurs. Ça, c'est un enjeu en tant que tel. Et puis, au-delà, être dans la capacité à penser l'accueil de celles et ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile. Oui, cette distinction-là, sans que les uns soient supérieurs aux autres. C'est d'humanité que nous parlons, mais il faut vraiment préserver ce trésor de l'asile en tant que tel pour ce qu'il est, parce qu'il est au plus profond de nous-mêmes, de notre histoire. Pascal Brice, on peut rappeler rapidement, ce droit d'asile, il concerne quelles personnes ? Il concerne des hommes, des femmes, des enfants qui fuient des persécutions, parce qu'elles ont eu un engagement politique dans leur pays d'origine, une croyance religieuse, une appartenance ethnique, ou alors elles fuient des zones de guerre. Et c'est cela qui fait, c'est la vérification. Et une orientation sexuelle absolument dans certains pays, notamment africains par exemple. Et c'est ce que l'OFPRA, les officiers de protection de l'OFPRA vérifient à travers une instruction, que les craintes dans le pays d'origine pour ces motifs-là empêchent la personne de rentrer chez elle. Est-ce qu'il est toujours possible de distinguer ce qui ressort de l'asile et ce qui ressort de la politique migratoire ? Vous n'avez dit l'un n'est pas supérieur à l'autre, mais est-ce qu'on c'est toujours facile de savoir qui dépend de qui ? Alors, il y a d'abord du point de vue de l'instruction de la demande d'asile, sur la situation de chacune et de chacun, c'est l'expertise de l'OFPRA et des officiers de protection qui permet de vérifier, encore une fois de manière bienveillante et rigoureuse, que les critères du droit international s'appliquent. D'un point de vue politique plus général, de politique publique plus générale, la tentation est permanente, je l'ai vécu, peut-être subie, et j'y ai résisté en permanence, de mélanger les choses. Parce qu'on le sait, quand il y a des tensions, lorsque la politique migratoire est
restrictive, encore une fois, la tentation existe à certains moments de dire « Oh voilà, le droit d'asile c'est quand même compliqué, permet aux gens de venir ». Et donc la tentation existe de biaiser. Non, jamais. Il faut impérativement préserver ce droit d'asile, mais le faire de manière lucide. Et j'ai essayé dans ce livre de rendre compte de l'action des uns et des autres, les travailleurs sociaux, les élus, les bénévoles, les fonctionnaires de tous ordres, être lucide sur la nécessité d'organiser, de maîtriser l'accueil des réfugiés dans notre pays, parce que je l'ai constaté pendant ces années de crise un peu partout, en Grèce, en Allemagne à une époque, dans d'autres pays, en Italie. Le désordre, on le voit en Italie par exemple, provoque des effets de déstabilisation. Comment éviter de faire le tri entre les bons réfugiés et les mauvais migrants économiques? On le voit, c'est toujours le risque qui se cache derrière, entre vos lignes. Oui, je fais le récit de ces moments où je l'ai vécu de manière très personnelle avec mes équipes dans le bidonville de Calais ou dans d'autres circonstances. Ce terme que vous employez est l'un de ces termes qui m'ont hanté pendant ces 6 années. Le mot de tri, c'est ça? Oui, ce mot qui pour moi ne s'applique pas, vous le savez bien, à des êtres humains. Il s'agit d'appliquer pleinement le droit d'asile. S'assurer que la personne relève bien, parce qu'il y a un droit international qui fixe des critères sur ce que sont les persécutions, s'assurer de cela, qu'elle relève bien du droit. Vous savez, j'ai acquis la conviction qu'au fond, dans notre pays et un peu partout en Europe et ailleurs, nous souffrons d'un doute qui existe dans l'esprit des uns et des autres. La sensation, hélas, assez largement réelle, que le droit n'est pas appliqué pleinement, ni dans sa dimension de protection de celles et ceux qui doivent être accueillis, ni dans les limites du droit au séjour. Et je pense qu'il est impératif, en termes de santé démocratique, que ce droit soit d'abord complété. Je pense que sur le plan de la politique migratoire, il faut ouvrir une réflexion, mais d'abord pleinement respecté dans sa dimension de protection, mais aussi dans ses limites, qui fait que certaines personnes n'ont pas le droit au séjour et devraient quitter le territoire lorsqu'elles doivent le faire. Vous écrivez « L'asile est un droit, pas une obligeance ». Vous voulez des migrants debout, c'est ça? Oui, et ils le sont. Vous savez, c'est probablement ce qui m'a le plus frappé. J'ai voulu rendre compte de ces parcours, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants. C'est la force qui est la leur. Et plan personnel, je rappelle que c'est quelque chose que je retrouvais chez ma grand-mère, qui était réfugiée. Vous savez, je n'ai jamais été à l'égard des demandeurs d'asile dans une forme d'apitoiement. Parce que ce qui est le plus marquant, c'est leur force et leur dignité, y compris dans ces drames de l'exil. Et donc les accueillir, parce qu'ils relèvent de ce droit d'asile, de cette exigence fondamentale, de cette humanité fondamentale qui est la nôtre et la leur, c'est un devoir. Vous êtes rendu de nombreuses fois sur le terrain, vous avez parlé de Calais, mais vous avez été aussi ailleurs en France et puis à l'étranger. Pour les migrants, vous êtes Monsieur Pascal. Quelle relation avez-vous tissée avec ces hommes et ces femmes ? La relation d'humanité qui existe entre des hommes, des femmes qui sont avant tout attachés à la dignité des uns et des autres. J'ai voulu être, comme le sont les officiers de protection de l'OFPRA, comme je leur ai demandé de l'être, à la fois très près, pour être dans cette bienveillance. Et dans le même temps, j'ai toujours voulu évidemment veiller à ce que notre mission s'applique conformément au droit en toute impartialité. Pas d'angélisme ? Pas d'angélisme, parce que d'abord ce sont des hommes et des femmes, donc nous savons et je sais moi que dans des campements, il y a des passeurs, il y a du sexisme, il y a de l'exploitation, il y a de la détestation entre les uns et les autres. Ce sont des hommes et des femmes avec ce que cela comporte. Donc effectivement, pas d'angélisme et aussi la volonté d'appliquer le droit et donc d'être toujours dans la distance nécessaire, mais d'abord la dignité. D'abord la dignité. Vous avez beaucoup travaillé avec les associations, leur travail est précieux, indispensable. Elles sont souvent dénigrées pourtant. Oui, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre, parce que j'ai voulu rendre compte de cela. Nous sommes dans un pays, sur un continent européen, où il y a à la fois beaucoup de doutes et d'interrogations sur l'accueil des étrangers, notamment des réfugiés, mais aussi beaucoup d'enthousiasme. Et notamment dans le monde associatif. Il y a ces bénévoles un peu partout en France, ces travailleurs sociaux aussi. J'ai voulu rendre compte de cela parce qu'ils font l'asile en France, au quotidien. Ces hommes et ces femmes de religion aussi. Et c'est vraiment dans notre pays une force extraordinaire. Que répondre à ceux qui accusent les ONG de faire le travail des passeurs ? Oh, c'est un alibi facile. La responsabilité première, elle est celle des États.
de respecter pleinement le droit dans l'accueil, et notamment à travers la mise en œuvre du droit de la mer, s'agissant des personnes qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée. Donc ça, c'est le préalable absolu. C'est d'abord aux États. On sauve les personnes. On sauve les personnes. Mais j'insiste aussi dans ce livre sur le fait que personne, et pas même les associations, pas plus que l'OFPRA lorsque j'étais à sa tête, ne peut manquer de lucidité sur les conséquences des actes qui sont les vôtres dans une situation où il existe notamment des passeurs. Je livre l'exemple qui m'avait beaucoup frappé de ces proxénètes qui conduisent des jeunes femmes nigérianes à l'OFPRA pour leur faire obtenir un titre de séjour. Et d'où la nécessité pour l'OFPRA d'avoir construit un système qui permet de protéger, mais aussi de se prémunir contre cette tentative d'instrumentalisation. Donc personne, pas même les ONG, ne peut faire l'économie des conséquences de ces actes dans un système où des passeurs cherchent à exploiter la misère. Votre livre commence par votre arrivée à Calais. C'est le symbole d'un échec, Calais. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Calais ? Non, ça n'est pas le symbole d'un échec. C'est au contraire, j'en fais le récit, quelque chose qui a été exemplaire au sens où plus de 10 000 personnes ont quitté ce bidonville innommable. Parce que c'est ça aussi que j'ai voulu rendre dans ce livre, c'est que ces campements, ces bidonvilles, c'est une violence terrible, c'est une indignité terrible. Mais ce que je retiens de Calais, c'est que collectivement, nous avons construit la confiance avec les associations auprès de 10 000 personnes qui ont accepté de quitter le bidonville, qui ont été accueillies un peu partout en France, dans nos villages, dans nos quartiers, dans les villes, avec des choses partout extraordinaires, souvent au début une méfiance de la part des habitants, et puis très vite des élus, des maires, des travailleurs sociaux, des associations, des préfectures qui ont fait le travail. Et c'est d'abord ça que je retiens de Calais, même si aujourd'hui ce qui continue à m'inquiéter, c'est ces quelques centaines, même si nous ne sommes plus dans les mêmes nombres, de personnes qui sont encore sur place et qui sont dans des conditions préoccupantes. On a beaucoup dit que la faute était à la Convention de Dublin qui oblige les migrants à demander l'asile là où ils sont arrivés. Vous êtes d'accord ? Il faut supprimer Dublin ? Il faut effectivement sortir de Dublin, parce que la preuve est faite que Dublin provoque... Dublin, c'est le principe qui veut que lorsque vous arrivez quelque part en Europe, en Italie, en Espagne, en Grèce, c'est là que votre demande d'asile doit être instruite. Ce qui, évidemment, constitue une charge tout à fait excessive sur ces pays d'entrée en Europe. Ça ne fonctionne pas. Et ça les fragilise politiquement. Ça les fragilise politiquement, on le voit très bien en Italie, il y a eu un manque de solidarité, donc il faut absolument sortir d'urgence de ce système, y substituer des dispositifs que nous avons expérimentés à l'OFPRA, d'instruction de la demande d'asile avant la traversée de la Méditerranée en Afrique et au Proche-Orient, en Turquie, dans les ports européens à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il faut envoyer les équipes de l'OFPRA sur place ? Oui, c'est ce que nous avons fait. J'en fais le récit pendant ces années-là, à la fois sur place dans les pays de transit, avant la traversée, mais aussi à l'arrivée dans les ports européens, parce que là, il faut instruire la demande d'asile. Il est hors de question de faire repartir tout le monde alors que vous avez des personnes qui vont relever du droit d'asile. Il faut le vérifier, accueillir celles et ceux qui relèvent bien du droit d'asile, et puis mettre en œuvre une agence européenne indépendante, comme les l'OFPRA en France, pour harmoniser la mise en œuvre du droit. Ça, c'est l'un des enjeux européens, parce que ce système de Dublin a des effets totalement dévastateurs. La théorie de l'appel d'air, vous n'y avez jamais cru, vous n'y croyez pas ? Non, ça fait partie du fantasme, mais c'est un fantasme que là, j'ai dû combattre pendant ces 6 années. Cette théorie de l'appel d'air conduit à quelque chose qui est là aussi dévastateur. C'est-à-dire que l'idée que si vous mettez en place des conditions d'accueil détestables, par exemple en France, ça va dissuader les gens de venir. Ce qui est à la fois indigne, on le voit dans les rues de nos villes, à Metz, à Paris, à Nantes, et surtout totalement inefficace. En revanche, et je le montre à chaque fois dans toutes les actions que nous avons menées, il faut être très conscient des conséquences de vos actes dans un système qui ne fonctionne pas très bien, c'est le moins que l'on puisse dire. Dès que vous améliorez les choses quelque part, vous prenez le risque que les personnes viennent là. Donc il faut être lucide et conscient. Mais ça, il y a des mesures à prendre. Il faut absolument faire en sorte que les gens soient accueillis dans de bonnes conditions. On applique le droit rapidement, dans des délais réduits, et puis on en tire les conséquences. Intégration de celles et ceux qui relèvent du droit d'asile ou d'autres droits au séjour, et retour dans leur pays d'origine de celles et ceux qui n'ont pas le droit au séjour. Pascal Brice, votre première visite à Calais, vous le racontez, et vous terminez le livre en disant que vous n'en êtes jamais sorti de Calais, vous avez toujours Calais dans votre tête. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire de Calais maintenant ? Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces hommes et ces femmes que vous avez croisés pendant 6 ans ? Je suis très riche de toutes ces rencontres. Je ne sais pas ce que j'en ferai,
mais j'essaierai dans ma vie personnelle et professionnelle, quelle qu'elle soit, d'être à la hauteur de cela, de porter témoignage de cela, et je les en remercie parce que ce sont été de belles rencontres. Pas d'amertume à ne pas avoir été reconduit à la tête de l'OFPRA ? Ah non, aucune amertume. Ce sont été 6 années d'une intensité incroyable. Le bilan est là, je crois qu'il est largement reconnu. Nous avons fait avancer les choses, il y a beaucoup à faire. 6 ans, c'est probablement le temps de passer à autre chose. Je crois que j'ai touché aussi à certaines limites du système que je crois qu'il faudra faire évoluer. Non, une grande fierté. Et jamais, vous n'avez eu le sentiment que la politique gouvernementale sur l'accueil des étrangers nuisait à la capacité d'asile de notre pays ? Mais je pense qu'il y a une question qui est posée, qui est plus large. Il y a une porosité quand même entre les deux. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait faire évoluer le système. Moi, je pense qu'il faut se poser la question suivante, notamment. Peut-on confier aux mêmes responsables politiques et administratifs la politique migratoire d'un côté, la politique de l'asile de l'autre ? Ma réponse est non. Merci beaucoup Pascal Brice d'avoir été notre grand invité. Je rappelle votre livre sur le fil de l'asile, sous-titré 6 ans à la direction de l'OFPRA, et c'est publié chez Fayard. Merci beaucoup. Merci à vous.